Bon. Que se necesitaba para que yo hable hoy en este momento? Qu'a-t-il fallu pour que je parle? Il faut imaginer le monde avant la parole. Il faut imaginer un monde où n'existe que du jour et de la nuit, de la vie et de la mort. Donc, un monde dont on pourrait dire qu'il n'obéit qu'il est plongé dans l'organique, dans le biologique, dans l'ici-bas, dans l'immanence, dans la matière, dans la nature. Tout ce qui existe dans ce monde d'avant la parole ne connaît que l'état de vie ou l'état de mort, l'état de jour ou l'état de nuit, et je dirais connaît l'état de réel et aussi un certain état de fiction, étant entendu qu'à l'intérieur de la nature existe des formes de fiction non conscientes, donc des formes de ruse qu'on pourrait assimiler à la fiction. Dans ce monde d'avant la parole, ce monde où l'existant ne connaît pas de principe tiers, ne connaît pas de médiation. On vit ou on meurt. Il fait jour ou il fait nuit. On est plongé dans du réel et il y a aussi certains aspects de fiction. Surgit dans ce monde d'avant la parole, à l'intérieur duquel il faut signaler donc un monde d'avant la parole caractérisé principalement par l'absence de médiation, l'absence de principe tiers entre la vie et la mort, le jour, la nuit, le réel, la fiction. Il faut quand même envisager le fait qu'à l'intérieur de ce monde, le principe tiers est quand même présent. Par exemple, l'embryon des formes les plus développées du vivant, l'embryon est constitué de 3 parties. Les 3 parties de l'embryon sont le mésoderme, l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. L'embryon des mammifères est constitué en 3 parties, dont l'une, en se développant, va donner les organes internes de la digestion, l'endoderme. Une partie va donner, le mésoderme va donner les muscles, et l'ectoderme va donner à la fois la peau et le cerveau. Donc, dans ce monde d'avant la parole, le monde exclusivement biologique, organique, relevant de la matière, relevant de la nature, il y a cet élément-là dans l'embryon, il y a ce principe tiers de l'ectoderme dans l'embryon qui, en se développant, va donner donc le cerveau et la peau. Et chose curieuse, il y a un organisme vivant parmi tous les organismes vivants qui a cette spécificité et qui va d'être peu doté, d'être, disons, très fragile
d'un point de vue biologique par rapport à tous les autres éléments, les autres espèces de vivants, et qui, d'une certaine façon, va se caractériser de façon absolument singulière parmi tous les autres êtres vivants, c'est que il ne peut pas exister tout seul par lui-même comme élément naturel. Donc, parmi les primates, au long d'une évolution qui va prendre des millions d'années, donc il y a déjà les primates, les grands singes, qui ont développé des formes d'organisation collective, qui existent en tant que collectivité, qui ont déjà développé un certain apprentissage par rapport à l'outil, grâce au fait que les primates ont pu se mettre droit, ont pu se mettre debout, et ont libéré la fonction de leur membre antérieur, qui va devenir des mains, qui va déjà leur permettre un certain apprentissage, avec un certain apprentissage des outils, une forme sommaire de relation avec le monde extérieur, leur permettant de médiatiser leurs membres et d'utiliser des outils. Au fil d'une évolution qui se chiffre probablement en millions d'années, certains groupes de ces primates, à un moment donné, caractérisés par une fragilité extrême en tant que à l'intérieur de la nature, et même dont on peut dire à un moment donné, parce que c'est au moment du passage où va surgir la parole, on peut dire de ce groupe-là, de ce type de vivant-là, que par lui-même, il ne peut pas exister tout seul en tant qu'être relevant de la nature. Le surgissement de la parole vient quand un de ces êtres-là, tout à coup, qui est dans la vie, constate qu'il y a de la mort, mais d'une certaine façon établit une médiation entre la vie et la mort, en tant que le mort qu'il voit à côté de lui et qui jusque-là était séparé radicalement de lui en vertu de lois exclusivement biologiques, à un moment donné, il y a cet être vivant qui constate la mort, mais qui fait perdurer le mort en tant que vivant dans un système de représentation. Autrement dit, l'être mort à ses côtés continue à vivre dans son esprit, et d'une certaine façon, donc, la mort se poursuit dans la vie, et la vie se poursuit dans le mort. Il s'établit une médiation, un élément tiers, entre ces éléments de vie et de mort qui n'existaient pas jusqu'alors. Le mort va continuer à vivre, et selon moi, c'est à ce moment-là que surgit la parole. De la même façon, donc, c'est à ce moment-là que surgit la parole, et je dirais que nous sommes là en présence de l'embryon d'une éthique. C'est-à-dire que le mort, continuant à vivre d'une certaine façon, le vivant ne peut plus être considéré comme avant, donc le vivant ne peut plus considérer le phénomène de la mort comme auparavant, comme ce qui prévalait jusque-là, selon les seules lois de la nature, de la matière, de l'organique, du biologique. Il y a quelque chose qui se produit et qui oblige
le vivant a un respect tout à fait inédit dans l'histoire de la nature, un respect de l'autre vivant. À mon avis, ce passage est aussi celui du passage à l'apparition d'un sacré. Donc, le vivant ne peut pas se permettre par lui-même d'infliger à son congénère, d'infliger la mort à son congénère, de le traiter comme un objet, ou de le traiter comme un autre animal, parce qu'il y a un phénomène littéralement terrorisant qui survient à ce moment-là, terrorisant en tant que si tel individu se permettait d'enfreindre la loi, intervient à ce moment-là une loi éthique, s'il se permettait, l'autre pourrait aussi se permettre, enfin, intervient à un moment donné, intervient un sacré. Un sacré qui, qui est à l'origine de l'éthique. J'envisage donc la médiation entre vie et mort, la médiation entre vie et mort comme constitutive de l'embryon d'une éthique. Nous avions envisagé le fait que dans le vivant purement biologique, se caractérisait par le fait qu'il n'y avait pas non plus de médiation entre le jour et la nuit. Il y a du jour et puis il y a de la nuit. Donc les animaux n'envisagent pas de créer quelque chose qui médiatise ces deux éléments. Le surgissement de la parole, de mon point de vue, est concomitant avec le fait que survient une médiation entre le jour et la nuit, et donc cette médiation entre le jour et la nuit est pour moi liée aussi à l'apparition de la parole. Il y a une activité de jour qui est l'activité principalement qu'on va disons appeler économique, l'activité qui consiste à agir, à déployer son énergie pour la subsistance matérielle. Et cet être doué de parole se met à dédoubler son activité. Il y a une activité de jour et d'une certaine façon, le jour se perpétue dans la nuit par le phénomène des rêves, de même que la nuit se perpétue dans le jour par le phénomène du rêve éveillé, du rêve, de l'imagination en travail pendant le jour, qui est d'une certaine façon l'activité de la nuit qui se poursuit dans le jour. Cette médiation fondamentale, cette médiation, donc elle est à l'origine, donc la médiation entre le jour et la nuit est à l'origine de ce que je vais nommer l'instance esthétique, de même que nous avions dit que l'activité biologique, le vivant avant la parole, se caractérisait par une relation entre le réel et fiction sans médiation, hein, donc il y a purement et simplement du réel, et puis il y a des phénomènes de fiction dans la nature
mais qui ne se connaissent pas comme tels. Je vais plutôt faire ça comme ceci. Je dirais plutôt que la médiation entre le jour et la nuit détermine le fait de s'organiser pendant le jour, s'organiser pour les activités de survie, mais aussi dans l'espace entre jour et nuit, c'est le moment où les humains, les êtres doués de parole, se rassemblent et constituent une assemblée capable de délibérer sur ce qui va se produire demain, ce qu'on va envisager demain, comment s'organiser. Et je vais plutôt dire que la médiation entre le jour et la nuit détermine l'instance politique. Donc un embryon de ce que sera l'instance politique, tandis que la médiation entre réel et fiction va être à l'origine de l'instance esthétique en tant que surgit là la possibilité d'inventer, la possibilité d'imaginer, donc en utilisant aussi bien, mais donc comment ces trois éléments s'enchevêtrent, hein, donc il ne faut pas envisager il ne faut pas envisager une nette séparation entre ces éléments. Ils s'enchevêtrent, ils s'interpénètrent et ils se déterminent les uns les autres. Mais en gros, nous avons dans ce surgissement de l'humain, ce surgissement de la parole, un phénomène étrange dont on constate l'apparition dans toutes les civilisations, c'est la créature ou les créatures qu'on appelle les chamans, qui se mettent à invoquer les esprits. C'est une chose curieuse qui n'existait pas dans le monde d'avant la parole, dans le monde purement déterminé par les conditions biologiques ou organiques. Il y a ce personnage qui se met à voyager dans un invisible, dans des dimensions qui échappent à la physique, qui sont invisibles, qui relèvent d'un au-delà, qui relèvent d'une sphère extérieure aux perceptions sensibles, et il se met à invoquer les esprits, à savoir d'une certaine façon les fantômes de ceux qui sont morts, les fantômes des ancêtres, et donc ce qui va être à l'origine des divinités. Donc il se met à invoquer les esprits pour chasser le mal, parce que la communauté s'est définie, a défini des embryons d'une éthique, d'une politique, d'une esthétique, mais donc d'une manière symbolique, on envisage qu'il y a la possibilité, en invoquant les esprits, de chasser le mal, et de quelle manière? En établissant une relation entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts, entre le jour et la nuit, entre le réel et la fiction, de telle sorte que le chaman crée des affabulations. Il crée des affabulations relevant de l'imaginaire, et même, je pense qu'il est utile d'introduire une notion qui, à mon avis, sera décisive
à la fois pour l'humanité, mais pour le temps futur, pour comprendre les temps futurs, il faut, me semble-t-il, introduire l'élément de l'imaginal, plus que l'imaginaire. L'imaginal, qui est cette instance, selon moi, qui définit l'humanité. Donc, l'instance imaginale, qui est celle que met en œuvre le chaman, mais que plus tard mettront en œuvre, par exemple, les aèdes, ou les poètes, ou les artistes, ou et c'est-à-dire tous les êtres humains. Tous les êtres humains sont définis au plus intime de leur être, selon moi, par cette faculté imaginale qui leur permet, qui est une faculté fondamentalement médiatrice. Alors, le chaman, par ses affabulations, rencontre les esprits, il met en relation vie et mort, jour et nuit, réel et fiction, mais aussi tous les pôles supposés, opposés, qui sont la terre et le ciel, qui sont la nature et la culture, qui sont l'esprit et la matière, qui sont l'individuel et le collectif, c'est-à-dire tous les pôles opposés que la civilisation occidentale a l'habitude de tenir pour séparer, sans médiation. Donc, nous sommes en train d'esquisser l'hypothèse du fait que, entre un axe vertical et un axe horizontal, par quoi va se définir l'humanité? Il y a un axe vertical, donc, où va apparaître la foi. La foi, qui est un élément consubstantiel à l'humanité, croire à. Tout le monde croit à quelque chose d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas seulement les religions. Les religions se sont emparées. Les religions se sont fait les propriétaires. Mais la foi, tout petit enfant, dans ses premiers mois, dans ses premières années, a besoin de cette instance psychique qu'est la foi, tout simplement pour exister. Il a une foi aveugle. L'enfant, donc chacun d'entre nous, a cette expérience fondamentale d'exister parce que nous avons dans notre psychisme une instance qui est cette foi qui fait qu'on fait une confiance totale à l'autre en général, c'est-à-dire à l'environnement familial. Il y a un axe vertical, où apparaît l'élément de la foi, où le sacré, le religieux, la transcendance. Bon. Il y a sur l'axe horizontal, il y a le pendant de la foi qui est la raison, et qui est une instance tout aussi essentielle du psychisme humain, mais que constatons-nous? On peut dire la religion, la science. Que constatons-nous? Que le monde dans lequel nous vivons, les structures idéologiques fondamentales du monde occidental, séparent ces instances fondamentales du psychisme humain, les divisent, les opposent, de telle sorte que nous voyons bien qu'en permanence autour de nous, nous voyons des guerres qui opposent les tenants de la foi et les soi-disant tenants de la raison. Les soi-disant tenants de la foi et les soi-disant tenants de la raison, ce qui manque, c'est-à-dire que ce conflit, cette guerre, est absolument inéluctable et sans issue, sans fin, si on n'envisage pas un élément médiateur, si on ne fixe pas, si on ne prend pas conscience si on ne fait pas d'une certaine façon un tableau en disant attention, entre la foi et la raison, il y a l'élément de l'imagination, il y a l'imaginal, il y a l'instance entre la religion et la science,
il y a l'instance artistique. Il y a, à travers l'histoire de l'humanité, ce qui, en fin de compte, demeure, traverse les siècles et les millénaires. Que savons-nous? Vous avez en Espagne les grottes d'Altamira, ou en France, il y a les grottes de Lascaux. Que savons-nous de l'humain d'il y a 50 000 ans? Nous n'en savons rien, sinon par l'art. L'art est la seule trace, c'est la trace que laisse l'humain à travers les millénaires. Et donc, l'art, en tant que l'art, est précisément une médiation entre l'élément, disons, physique, entre l'élément sensoriel. Ici, on peut aligner les éléments, donc les perceptions sensorielles, le physique. Donc l'art est une médiation entre les perceptions sensorielles et spirituelles. Il y a donc un axe vertical, un axe horizontal, et définissant donc l'humanité, un axe oblique qui est un axe oblique qui s'organise autour des éléments de l'art, de l'imaginaire, de l'esthétique, mais en ayant toujours en vue, cet élément, cet axe vertical, cet axe horizontal. L'axe vertical, dont on peut dire que symboliquement, on peut le caractériser par, disons, par le fait que son accomplissement absolu serait la vérité. La vérité absolue. La vérité, et donc, ce serait la vérité quant à l'axe horizontal de l'humanité, donc qui correspond à l'axe des échanges de l'humain d'un point de vue physique, du point de vue concret, du point de vue matériel. Disons que le psychisme, les structures psychiques les plus profondes de l'humanité font assigner à cet axe une sorte d'objectif ultime qui serait la justice. Donc la répartition la plus juste possible disons, des richesses matérielles. Donc entre quête de vérité et quête de justice, navigue l'humanité. Dans une sorte d'entre-deux qui est aimantée par l'imaginable. Et donc par la dimension esthétique, la dimension artistique. Donc je crois en un axe qui définit l'humanité, un axe qui est oblique, qui est axiologiquement orienté vers quelque chose qui conjuguerait la vérité et la justice. Un axe où, sur cet axe-là, on peut établir, on peut mettre le futur, on peut mettre le passé. Sur cet axe, on peut mettre le progrès et la tradition, qu'il ne faut pas opposer. Nous baignons dans un contexte idéologique où en permanence, tous ces éléments sont présentés comme opposés. Nous sommes partout, dans tous les pays, nous sommes confrontés à des divisions politiques où il y a des gens qui se revendiquent de la gauche, qui se revendiquent de la droite, et il y a des gens qui disent nous nous revendiquons du progrès. Et les autres disent nous nous revendiquons de la tradition. Et alors ça se tape dessus. Alors que si on fait un tableau, il n'y a absolument aucune raison pour que le tenant du progrès et le tenant de la tradition se tapent dessus. Au contraire, il faut envisager ensemble, d'une façon dialectique,
il faut envisager ensemble, et il faut d'abord penser. Penser, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Or, c'est relativement simple, en fait, c'est relativement simple. Donc, si nous nous libérons de l'emprise idéologique des puissances dominantes, donc qui tiennent les cerveaux captifs de leurs catégories figées, eh bien, nous voyons très rapidement que par exemple, l'opposition entre progrès et tradition n'a aucune raison d'être. De même, si on va à l'extrême du progrès, il y a l'utopie. À l'extrême de la tradition, il y a la nostalgie. L'utopie et la nostalgie, en rien ne s'opposent. Au contraire, tout art, tout grand art, et vous, par exemple, les Espagnols, vous êtes bien placés pour savoir, par exemple, avec El Quijote. El Quijote peut, d'une certaine façon, se définir comme un être qui est habité de manière prodigieuse par une puissance d'utopie ainsi que de nostalgie. Tout grand art, tout art est d'une certaine façon la liaison entre ces éléments-là. Alors, donc nous naviguons, et nous constatons une chose, c'est que là, donc nous envisageons que la médiation entre l'éthique, entre la vérité et la justice, entre l'éthique, le politique, c'est le domaine esthétique, c'est l'art, c'est l'imaginaire, mais en réalité, comment s'organise la société des hommes? La société des hommes ne s'organise pas du tout en fonction du chaman, ou de la haie, ou du poète, ou de l'artiste. Pas du tout. Nous savons très bien que c'est le contraire. Nous savons très bien qu'à travers les sociétés de classe, c'est au contraire la voix du chaman, de la haine, du poète, sont plutôt tenus en suspicion par les pouvoirs, sont plutôt marginalisés, sont plutôt, ou si elles ne sont pas incarcérées, ou ils ne sont pas exterminés. Nous savons que la société humaine s'organise, elle aussi, les pouvoirs, les structures dominantes, elles aussi, d'une certaine façon, s'organisent entre l'axe vertical et l'axe horizontal. Et les structures dominantes, bien qu'est-ce qu'on voit? C'est que le plus souvent, elles sont organisées, elles sont bicéphales. Bicéphales. Il y a, à travers toute l'histoire des sociétés de classe, il y a un aspect religieux et un aspect militaire. C'est comme ça que les sociétés de classe organisent, la médiation entre les deux axes. C'est l'aspect. Alors, il y a des prêtres et il y a des guerriers. Il y a, mais seulement donc d'une manière le plus souvent binaire en éliminant le tiers. Donc, il y a comment on dit en français, le trône et l'autel. Vous comprenez ces mots, hein? Le trône et l'autel, le principe de le trône et l'autel, le sabre et le goupillon. Donc le principe de la caste religieuse, caste sacerdotale et la caste guerrière. Que se passe-t-il à un moment donné à l'aube des temps modernes? L'aube des temps modernes, vous avez la classe marchande, la classe bourgeoise, qui va s'appeler le tiers-état, qui va se révolter contre cet état de fait, cette domination de ces deux instances religieuses et militaires, ou bien, on peut dire, le clergé et la noblesse. Le tiers-état, très intelligemment, va dire, et là, nous sommes brimés, hein, en fait c'est la classe marchande, hein, parce qu'en dessous, il y a le peuple travailleur, qui lui, jusqu'à présent, n'a pas encore parlé dans l'histoire. Il y a en son nom la bourgeoisie, la classe marchande, qui, se présentant comme représentant du peuple, on voit ça partout aujourd'hui, qui ne se présente pas comme représentant du peuple? Alors, il y a la classe marchande qui a fait sa révolution, qui
qui était fondée à l'origine sur un humanisme, et donc il faut faire très attention, regarder avec beaucoup d'attention ce qu'a pu signifier l'irruption d'un humanisme vers le XVIe siècle. Cette classe marchande a fait sa révolution, elle a pris le pouvoir précisément au nom de son refus, et elle a eu des philosophes qui l'ont puissamment aidé pour construire les analyses qui démystifiaient les idéologies dominantes de l'ancien régime, du temps de la féodalité, donc au point de presque entièrement ruiner ces idéologies d'ancien régime. Donc la bourgeoisie et la classe marchande sont venues avec une idéologie du tiers-État qui prétendait alors accomplir d'une certaine façon la mission civilisatrice de l'humanité. C'est comme ça que la bourgeoisie et que le capitalisme se présentent sur la scène de l'histoire. Nous sommes un aboutissement indépassable. Mais que constate-t-on depuis une cinquantaine d'années? Il y a une cinquantaine d'années, même un peu plus, 60 ans, puisque tout ce dont je parle ici, tout ce dont nous parlons ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de représentation. Donc je suis en train de parler de représentation, étant entendu que ce dont je parlais tout au début, donc l'univers avant l'état de la parole, avant le surgissement de la parole, l'univers baigné exclusivement dans les éléments de la matière, de la nature, donc des lois physiques, c'était un univers où n'existait que le présent, un éternel présent. Le présent biologique ne se représente pas. Il est seulement présent. Ce qui fait qu'il y a du présent qui se représente est spécifique à l'humanité et est spécifique à ce qui se surgit avec la parole. Nous sommes ici donc dans les représentations. Mais que se passe-t-il quand survient quelque chose de irreprésentable? Selon moi, Hiroshima est un moment de l'histoire de l'humanité, disons, dont on peut dire qu'il y a un avant et un après. L'après ne peut plus. Le monde ne peut plus être le même une fois que surgit ce quelque chose-là qui est, si on veut bien envisager que dans les idéaux ultimes de l'humanité relèvent, disons, d'une certaine d'une quête de ce qu'on pourrait appeler une lumière. Donc d'une certaine façon, je pense que à peu près tous les êtres humains sont d'accord sur le fait de plutôt avoir envie de lumière, d'être éclairé, de comprendre, de voir, plutôt que le contraire. Donc d'une certaine façon, on peut donc parler de lumière pour caractériser une sorte de finalité, disons, qui est recherchée par chacun, à l'opposé, disons, de ce que seraient les ténèbres du monde où n'existe pas de représentation, et donc dans un monde où n'existe pas la conscience, n'existe pas la culture, n'existe pas le symbolique. Bon. Mais ce monde-là, ce monde dit civilisé, au moment de la mise en œuvre de la plus extraordinaire, de ses plus extraordinaires capacités techniques, c'est-à-dire la bombe atomique, produit quelque chose qui effectivement est un paroxysme de lumière. Un paroxysme. Mais qu'est-ce que signifie ce paroxysme de lumière, sinon aussi un paroxysme d'obscurité, d'obscurantisme? Il se passe là un phénomène paradoxal. Il se passe un phénomène paradoxal sur lequel il y aurait lieu de s'interroger. Dans quel monde sommes-nous après ce soi-disant, après ce paroxysme de lumière
que dans mon dernier roman, enfin, donc j'ai fait parler les protagonistes de cette affaire de août 45, donc, et qui appelle ça 1000 soleils. Il se produit, tout à coup, il s'est produit, ça c'est du jamais vu, ça c'est du jamais vu, il s'est produit 1000 soleils. N'empêche que le monde continue de tourner, fonctionne sur l'industrie nucléaire, et d'une certaine façon, depuis là, on peut, je me permets, je m'autorise à dire que les nouvelles classes dominantes doivent traiter l'immense majorité de l'humanité pratiquement comme un bétail. Comme un bétail. Pour que l'humanité fonctionne, obéisse à ses maîtres, en ne réfléchissant pas à ce qui s'est passé, au fait que fondamentalement, il y a au-dessus de nos têtes des instances qui jouent avec un semblant de lumière pour en fait plonger le monde dans les ténèbres. Il faut, pour que nous ne pensions pas à ce paradoxe, que nous soyons réduits à l'état de bétail, pratiquement de bétail. Qu'est-ce qui s'est au juste passé après la prise de pouvoir de la bourgeoisie, du tiers-État, qui a très intelligemment prétendu mettre en question et balancer l'ancien pouvoir qui se caractérisait par deux instances, donc militaire et religieuse, donc binaire. Ok. La bourgeoisie, le capitalisme, la bourgeoisie a pris le pouvoir, le capitalisme s'est étendu à l'échelle de la planète. Et il s'est étendu en critiquant, à juste raison, les pouvoirs antérieurs pour leur aspect binaire. Donc, un aspect donc, religieux, un aspect militaire. Mais, curieusement, à peu près après, dans ce monde-là du dernier demi-siècle, le monde plongé dans les ténèbres d'après Hiroshima, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons depuis une cinquantaine d'années? Sinon le fait que, à nouveau, il s'est scindé en deux, de manière binaire, en une sorte de nouvelle noblesse qui est la noblesse financière. Le système bancaire mondial, aujourd'hui, domine le monde, comme dans l'ancien régime, du temps de la féodalité, comme dominait l'aristocratie. Il y a aujourd'hui une aristocratie financière, une oligarchie financière qui domine l'humanité, qui maîtrise, qui possède l'humanité, beaucoup plus encore que ne le faisait la noblesse de l'ancien régime. Et il y a, donc j'appelle cette oligarchie financière capitotage. Voilà, donc je l'appelle comme ça. C'est une instance absolument totalitaire, qui est d'autant plus totalitaire que la marche de ses esclaves, donc que tout est organisé pour que la marche de ses esclaves obéisse sans jamais penser à l'existence même de ces maîtres, de cette oligarchie financière, alors que les anciens manants du temps au Moyen-Âge, eux savaient au moins qu'il y avait des seigneurs. Eux, ils les subissaient, mais ils le savaient. Tandis qu'aujourd'hui, la masse des gens, eh bien, donc le processus, les dispositifs idéologiques sont organisés de telle manière que l'immense majorité des gens n'est même pas supposée savoir ce qui se passe au-dessus de sa tête. J'appelle capitotal cette oligarchie financière, et j'appelle le nouveau clergé, la nouvelle église, l'église médiatique, la nouvelle donc, celle qui organise la religion, la vraie religion de notre temps. La vraie religion de notre temps, il suffit d'allumer la télévision. Regardez le journal télévisé, vous entendez les prêtres, vous entendez les nouveaux prêtres, la nouvelle classe sacerdotale qui fabrique pour vous, qui vous fabrique ce que vous devez penser, la manière dont le monde doit se représenter à vous, eh bien, ça vous est inculqué. Hein, ce sont par exemple les dogmes qui viennent de Wall Street. Les dogmes de Wall Street
There is no alternative. There is no alternative. Donc, vous devez, quelle que soit la personne à qui vous donnez votre vote, de toute façon, there is no alternative. Vous devez de toute façon obéir aux injonctions qui se présentent comme une nécessité religieuse. Et c'est ce que j'appelle la tour panoptique. L'ensemble de l'appareillage à l'échelle mondiale, qui peut être comparé qui peut être considéré comme le nouveau clergé, c'est ce que j'appelle la tour panoptique. Nous en sommes là entre l'humanité, selon moi, peut être définie comme naviguant sur cet axe oblique, un axe oblique qui est aimanté par le double appel à la vérité et à la justice. L'humanité a cette possibilité, et c'est là que se trouve sa liberté. C'est là que se trouve la liberté fondamentale de l'humanité, donc d'aller vers la vérité et la justice en suivant cet axe oblique qui nécessairement doit envisager ensemble la nostalgie, l'utopie, la tradition, le progrès, tous les couples opposés de la nature, de la culture, de l'esprit, de la matière, de la terre, du ciel. Tous les couples opposés doivent s'envisager ensemble de telle sorte que chaque être humain est en réalité un axe. Chaque être humain est en lui et par lui-même l'axe médiateur entre ces pôles opposés, à condition évidemment d'être en combat et de résister à la pression idéologique, ce qui me permet d'affirmer ce qui va à l'encontre de la totalité du discours, la quasi-totalité du discours public, autorisé publiquement, tel qu'il peut se voir dans les journaux ou tel qu'on peut l'entendre à la télévision. Donc, j'affirme, je me présente de cette façon-là, comme quelqu'un qui a passé 40 ans à écrire des fables, qui ont comme aspect fondamental de appeler à une conscience du fait que il existe un devenir historique. Il existe un devenir historique. L'axe de l'humanité est orienté vers cette conjonction de vérité et de justice, mais il est absolument nécessaire de lutter contre la réification, contre trois éléments qui résultent d'une situation qui est devenue aujourd'hui pathologique dans le rapport entre vie et mort, entre jour et nuit, entre réel et fiction, dont on a dit qu'il définissait, la réalité à partir du surgissement de la parole. Donc, à partir des premiers groupes humains, on a envisagé donc le fait que c'était cette médiation qui fondait l'humanité. Or, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui quand, dans le rapport entre vie et mort, le rapport devient complètement pathologique quand c'est le travail mort, le capital, qui est, donc selon les analyses de Marx, qui est du travail mort, quand le capital, le travail mort, domine complètement le travail vivant. Vous avez le travail mort, vous avez donc des masses de capitaux, et les masses de capitaux dictent, en fonction de l'unique critère qui est celui de leur propre valorisation, du capital qui se valorise dans un mouvement aveugle. Ce capital, il dit, moi je suis, donc il s'arroge la qualité de sujet,
aujourd'hui, dans le monde entier, le seul sujet agissant effectivement, c'est le capital. Le capital dit, je vais là, parce que là c'est 25% par exemple, ou 20%. Il y a par exemple, peut-être ici dans la région de Cadix, je n'en sais rien, je ne connais pas la situation, mais partout dans le monde aujourd'hui, il y a peut-être des entreprises qui sont tout à fait rentables, donc qui assurent la prospérité ou assurent ne serait-ce que la survie dans le cadre du capitalisme, mais assurent au moins la survie d'éventuellement quelques milliers de personnes. Les fonds qui sont les propriétaires, les actionnaires, disent on bouge, on va plutôt aller là, parce que là il y a 5% de plus, et les gens peuvent crever. Ça c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc c'est une situation où dans le rapport entre vie et mort, c'est un rapport devenu complètement pathologique, puisque le travail mort, l'instance de ce qui est mort, domine complètement le vivant. Domine le vivant. Et on peut ajouter à ça même qu'il domine le vivant, mais en même temps, on ne peut plus écouter la voix des morts. On ne peut plus écouter la voix des morts. Donc on est dans une série de paradoxes dont il est absolument interdit de prendre conscience. Ça se passe comme ça, et puis voilà. On est dans une situation pathologique pour ce qui concerne, donc ici, le rapport entre la vie et la mort. On est dans une situation pathologique pour ce qui concerne le rapport entre le jour et la nuit, puisque le monde dans lequel nous vivons est d'une certaine façon un monde où il n'y a plus de vraie nuit. Il n'y a plus de vraie nuit, puisque idéalement, pendant toute la nuit, est un faux jour. Et donc, donc illuminé de réclame. Et donc, le monde dominé par Capitotal, le monde selon Capitotal, est un monde où il n'y a plus de nuit. Donc, le jour artificiel a remplacé l'ancienne nuit, et inversement, il n'y a plus de jour. Parce que le système de propagande, le système a complètement enténébré le jour. Enténébré, on vit dans une situation où le jour est plongé dans les ténèbres, mais aussi ce qui caractérise une occultation généralisée. Donc le monde dans lequel nous vivons est un monde qui se caractérise par l'occultation. Donc ici, il y a une réification générale de la vie, donc réduction à l'état d'objet. Que vous soyez producteur ou consommateur, vous êtes des objets par rapport au vrai sujet qui est le capital. Il y a une réification, il y a une occultation, et pour ce qui concerne le rapport entre le réel et la fiction, eh bien, nous en faisons l'expérience tous les jours. Nous voyons bien tous les jours à quel point, grâce aux appareillages techniques de la tour panoptique, nous voyons tous les jours à quel point le réel devient de la fiction. Le réel, donc il n'y a plus médiation entre le réel et la fiction, mais il y a confusion. Il y a confusion. Donc vous voyez bien comment, par exemple, avec les jeux vidéo et tous les gadgets électroniques, vous voyez comment aujourd'hui règne une confusion telle que le réel lui-même est en permanence envahi par des éléments qui sont fictifs. Le réel, et inversement, donc il se produit une situation comme une sorte de marécage mental, ou une indistinction, et donc je suppose que en Espagne, comme en France ou en Belgique, chaque jour vous avez votre lot de faits divers, hein, où vous voyez à un moment donné, voilà, il s'est passé là un crime, et voilà, les protagonistes en fait se croyaient dans un jeu vidéo. Donc voilà le tableau. Je m'arrête là pour l'instant.
Voilà. Tu nous obliges à prendre la relève, alors. Moi, Est-ce que vous voulez poser des questions ou intervenir? Sylvain? Dans l'analyse que vous avez présentée, là, la description de la société actuelle, où est-ce que vous placez la classe politique entre la classe et entre les cas qui... Oui. Mais, donc si tu veux, la classe politique, elle fait partie, donc, à l'origine, le politique se situait là. Donc, disons dans l'idéal, le politique est une des instances fondamentales des structures de la société humaine, mais à un moment donné, dans la configuration qui est celle d'aujourd'hui, où prévaut la nouvelle domination, donc qui est la double domination, qui est celle de l'oligarchie financière et du clergé médiatique. L'actuelle classe politique est totalement dominée, est totalement aux ordres, complètement aux ordres. Et donc, il y aurait lieu que, aujourd'hui, les citoyens qui se posent la question qui est la tienne, donc, de quelle manière, où devrait se situer l'Assemblée, il y a tout à réinventer. Il y a tout à réinventer. Je pense que c'est en partie ce qui est un des mobiles de mouvements qui se sont produits dans votre pays ces dernières années. Il y a une situation où le politique à l'échelle mondiale, depuis une quarantaine d'années, est absolument devenu une instance aux ordres de la domination, donc les nouveaux pouvoirs qui dictent leurs lois, qui dictent leur programme. Et c'est cette situation d'ailleurs qui explique donc la totale. Donc il y a. Le mot est trop faible quand on parle vouloir parler d'impuissance, parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est une complicité viscérale, une complicité fondamentale. Presque toute la classe politique occidentale est dans une complicité absolue avec les instances de la domination, qui d'ailleurs les ont fait élire par la tour panoptique. Et ça ne peut fonctionner que par manipulation généralisée. Ça ne peut fonctionner que par manipulation, sinon ça prendrait 24 heures. En 24 heures, tous les citoyens du monde iraient sur les principales places publiques, mais dans le monde entier. Donc en 24 heures, il y aurait alors des représentants des populations qui tiendraient un discours, donc une analyse globale de la situation, et qui simplement, même avec humour, diraient: maintenant vous, toi, je vais le dire comme ça, toi, Rodépêche, hein, toi, reine d'Angleterre, toi, Premier ministre, toi, je ne vais pas parler pour l'Espagne, hein. Bon. Toi, ok, nous avons vu tes prestations, nous avons toléré tes prestations, voilà. Maintenant c'est fini. Et on va être gentil, on ne veut pas de violence. Donc c'est fini ce temps-là, c'est pas des questions de poum, des choses comme ça. C'est eux qui utilisent. C'est eux, et évidemment ils ont le monopole, bien sûr, des armes. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Mais à un moment donné, maintenant c'est fini. Vous allez là, on vous met dans une niche, on vous met dans votre place, et si vous voulez, on vous donne un os. Arrangez, mais vous dégagez, enfin, c'est fini, et on envisage alors, mais simplement, moi je ne prétends évidemment pas ici je ne prétends pas avoir la solution ou quoi que ce soit, je présente seulement un tableau. À un moment donné, alors ce sera... Il y a un mot que j'ai, pour l'instant, un mot que j'ai omis de prononcer, et qui pour moi est un mot qui quand même conserve un sens,
c'est le mot prolétariat. Parce que je pense que historiquement, moi je penche pour conserver l'utilisation de ce mot en l'envisageant évidemment d'une façon tout à fait contemporaine, mais personnellement je reste attaché à la pensée de Marx et je considère qu'il a raison en analysant le capitalisme comme un mouvement qui conduit inéluctablement à l'affrontement entre deux classes qui sont en fin de compte les propriétaires. La propriété qui est concentrée dans très peu de mains, hein, et donc à un pôle une extrême concentration de richesse et à l'autre pôle une extrême concentration de misère. Et donc toute l'analyse de Marx du Capital va dans cette direction-là, hein, et alors il appelle, bon, alors voilà, la classe dominée, bon, c'est, mais ça regroupe, pour moi, ce sont les fameuses, aujourd'hui, 99%. Donc au sens élargi, pour moi, le prolétariat englobe toutes les classes moyennes, tous les paysans, tous les artisans, tous les petits commerçants, évidemment, bien sûr, les enseignants, évidemment, le personnel, même les cadres, même parfois jusqu'à des managers. Objectivement, des managers, même très bien payés, mais qui dans leur entreprise défendent la logique défendent les salariés contre les actionnaires, eh bien, objectivement, ils appartiennent au prolétariat. Donc c'est quelque chose de très complexe, de très mouvant, et c'est justement parce que c'est complexe et mouvant, c'est là-dessus que le pouvoir joue, évidemment. Comment un pouvoir, donc la stratégie fondamentale du pouvoir, c'est de diviser pour régner. Donc nous sommes aujourd'hui, on va dire, le prolétariat, donc presque la majorité de l'humanité. Les 99% sont battus aujourd'hui. Complètement battus, mais ridiculisés. Pourquoi? Principalement parce qu'ils se battent entre eux. Ils se battent entre eux. On se bat avec son voisin pour une question de préséance, pour une question de prestige. On veut paraître des erreurs. Donc la vie sociale, de ce point de vue, elle est infernale. Hein? Pour ne pas parler presque des guerres organisées par nos amis de la tour Panoptique au service de Capitotal pour faire s'entretuer les autochtones avec les immigrés, hein, et puis contre les chômeurs, et puis contre les SDF, et puis contre... Donc tout ça est très bien organisé. Donc, bon, mais s'il y avait une conscience globale, hein, et comme donc, moi, donc, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur ce fait-là, mais que donc, les couples d'opposés, c'est notamment l'individuel et le collectif. Donc, il n'y a pas d'issue possible s'il n'y a pas une pensée dialectique fondamentale entre tous ces opposés. Donc, penser l'individuel et le collectif ensemble. Bon, voilà, donc, voilà, c'est ce que personnellement j'affirme. Voilà, hein, je constate que nous vivons dans un monde où en permanence, donc, le poids idéologique, donc je considère, tout ce que je suis en train de dire là, c'est comme si j'étais face à une gigantesque armée. Le Capitotal, j'ai fait les calculs, je pense que ça correspond environ à une dizaine de millions d'individus à l'échelle de la planète. Ceux qui vraiment possèdent vraiment le gros capital, enfin c'est arbitraire cette façon de parler là. Je dirais que la tour Panoptique, il y a une dizaine de millions de personnes aussi. Donc ils sont tous les agents idéologiques, donc qu'ils soient dans la presse, dans la publicité, ceux qui font la propagande du système. Et alors il y a les Robocop, donc les Robocop, donc l'armée, les systèmes. Et donc, grosso modo, 3 fois 10 millions, donc il y a environ une trentaine de millions qui sont évidemment des esclaves, bien sûr. Hein. Beaucoup des journalistes qui assurent la promotion publicitaire de Capitotal sont d'une certaine façon des esclaves, sont des valets. Sont des valets, hein. Bon, mais en tout cas, ils assument leur mission de valet. Et évidemment, les militaires. Donc, grosso modo, alors, je suis là, et donc, et voilà, je viens avec ce tableau, j'ai l'impression que si ce tableau, bon, était diffusé ou quoi, voilà, donc, pour le moment, je considère que ce tableau, par lui-même, voilà, c'est une façon, c'est parce que j'ai demandé au professeur Martin Bonnetré de ne pas me présenter, parce que c'était pas possible. Donc je considère que
ce que je viens de dire, le tableau que je viens... Donc, c'est une façon de me présenter. Et donc, l'écrivain, eh bien, il est nécessairement dans ce combat-là. Et donc, j'affronte les 10 millions de propagandistes avec mon petit truc là, hein, mais en bénéficiant du miracle d'avoir été invité. C'est qui est un miracle, parce que normalement c'est quelque chose qui ne fait absolument pas partie du programme du système, que avec mon discours, que je puisse être invité à le tenir publiquement. Donc, l'élément du miracle, ce qui nous renvoie, mais je ne vais pas recommencer tout l'exposé, mais donc, il y a cet élément-là, donc, irrationnel, hein, puisque l'axe horizontal, l'axe horizontal, c'est tout ce qui relève de la raison, et donc, eh bien, voilà, on doit bien constater qu'il y a dans l'existence des phénomènes inexplicables, des phénomènes qui échappent, hein, à la rationalité habituelle, et je m'arrête là. Est-ce que vous pensez du coup que c'est le rôle de la fiction, de l'artiste, du romancier, de proposer des solutions, par exemple via la science-fiction, via le fantastique, via l'utopie, pour proposer des choses quand il va falloir reconstruire derrière? Alors, donc tu vois, absolument oui. Mais seulement, donc voilà, bien sûr, et non seulement ce qu'on appelle le romancier ou l'artiste, mais tout le monde. Donc, donc, il me semble que la caractéristique du devenir historique, c'est le fait que de plus en plus de personnes singulières s'emparent, d'abord prennent conscience, s'emparent de leur propre capacité imaginale. Et pour alors inventer, alors évidemment ça prend toutes les formes. Bien sûr, moi je suis très favorable évidemment au fait que les œuvres charrient, contiennent, est une substance qui va dans le sens de l'éclaircissement, de l'élucidation. Et donc à ce moment-là, ça va dans le bon sens. Donc, dans un mouvement, mais à mon avis, pour ça, ça supposerait qu'il puisse y avoir beaucoup de débats. Et que ça commence à l'échelle des individus. C'est-à-dire qu'au lieu, donc ça veut dire résister à l'atomisation. Au lieu de passer des heures devant un truc, aujourd'hui, on sait bien que la tour panoptique, donc elle fait en sorte, elle a des stratégies qui font en sorte déjà de prendre presque les enfants au berceau et de les mettre devant un ordinateur pour qu'ils ne sachent pas lire ni écrire. Et ça dans le monde entier. Alors c'est d'abord, évidemment, à l'échelle personnelle qu'il y a déjà, je dois vous le dire, par rapport à une quarantaine d'années, aujourd'hui, il n'y a presque plus de discussion, par exemple. Il n'y a presque plus, enfin, je vois les choses du point de vue de la Belgique, à partir de la Belgique, mais avant, en particulier dans le monde étudiant, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, les uns chez les uns, chez les autres, etc. Il y a quelque chose là actuellement, il y a un climat aujourd'hui inquiétant. Mais c'est déjà pour moi rassurant le fait que vous soyez là et que vous me posiez ces questions-là. Dans ton dernier livre que j'ai pu lire, Berlu du Berlu, tu convoques Thomas More, l'Utopie, et le commissaire Maigret pour faire une enquête sur le monde contemporain et où en est la démocratie. Et il y a toute une idée que tu as par rapport aux actes terroristes, etc. Est-ce que tu pourrais exposer un petit peu le rôle de la Turquie, l'Arabie Saoudite, tout ce que tu racontes dans ce livre-là, un petit peu montrer ton idée. En deux mots, voilà, donc, voilà, c'est un tableau. Donc, le fait est que l'année passée correspondait au 500e anniversaire de la mort de Jérôme Bosch, le peintre Jérôme Bosch. Donc, j'ai conçu cette histoire un peu comme un tableau de Jérôme Bosch. Mais c'était aussi l'année passée le 500e anniversaire de la publication de l'Utopie de Thomas More. Et donc, j'en ai fait un personnage. Et donc, justement, on parlait de l'humanisme. Donc, à un moment donné, Thomas More, de manière géniale,
anticipe ce que va devenir le capitalisme d'une manière carrément pré-marxiste. Et donc, il décrit ce qu'il voit, ce qu'il a sous les yeux à son époque. À l'époque, donc c'est en Angleterre, à l'époque où le capitalisme commence à se déployer. Et au fond, il dit quelque chose qui va ressembler très fort à ce que va dire Marx quelques siècles plus tard, c'est-à-dire cette nouvelle mythologie de la main invisible du marché. Mais non, on ne peut pas accepter que ce quelque chose guide le monde, guide l'humanité, ce qui est l'idéologie libérale. La main invisible du marché, c'est quelque chose qui relève de la démence. Or, nous sommes dans un monde où cette idéologie règne de manière absolue. Absolue. Il y a quelque chose, il y a les lois du marché, donc la main invisible du marché, et il faut lui obéir. Alors ici, main invisible du marché, quelles sont pour ces dernières années donc, des instances, mettons, géographiques qui se sont trouvées au cœur du dispositif du capital, c'est en particulier l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, depuis la création de l'État d'Israël. Donc avant même la création de l'État d'Israël, donc une gigantesque manipulation a eu lieu en 1945, quand le président américain reçoit sur son yacht celui qui était alors le roi Saoud, et font le deal. En 1945, ils font le deal, voilà. Donc, la puissance américaine dit au roi d'Arabie Saoudite, toi, tu vas être notre petit laquais, notre petit valet, en échange de quoi nous garantissons ton pouvoir, ce qui n'était pas du tout sûr, par lui-même. Les monarchies du Golfe, par elles-mêmes, ne sont rien, n'ont strictement aucune possibilité, parce que depuis des siècles, ce sont des guerres tribales. Donc, les Américains leur garantissent le pouvoir, en échange, tu vas travailler pour nous. Et quelle a été la première manifestation importante par laquelle, donc, d'adhésion de l'Arabie Saoudite, donc de soumission et d'adhésion au plan du capital international, c'est qu'il devait faire semblant de protester au moment de la création de l'État d'Israël, donc au moment de l'accomplissement du sionisme, donc le rapt d'un territoire au nom d'une idéologie religieuse. Et donc il fallait que les pays arabes fassent semblant, et c'est ce qu'ils ont fait depuis 60 ans, depuis 70 ans. Ils font semblant, mais en réalité, donc, il y a là, évidemment, des réalités pour lesquelles, donc, du point de vue des informations factuelles, nous ne disposons de rien. Il n'y a personne qui a des enregistrements ou des photos et qui sait qu'est-ce que se disent depuis 60 ans les dirigeants américains et d'Arabie Saoudite et d'Israël et maintenant de la Turquie. Mais qu'il y ait manipulation gigantesque des populations, oui, c'est bon, je l'affirme. Je l'affirme et je l'affirme à ma façon, sous la forme d'une fable. Et donc je présente alors le roi d'Arabie Saoudite, l'émir du Qatar, le nouveau sultan de Turquie et le Godfather d'Israël. Je les présente ensemble, faisant leur combine, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Bon, une question, je voudrais vous remercier. Je suis très heureuse d'assister à ce miracle. Et je vous remercie tous les deux, Martine et parce que c'est vrai que dans un contexte éducatif, ce n'est pas un discours habituel. Mais je crois que c'est probablement le plus vrai que j'ai entendu dire depuis très longtemps dans un établissement éducatif. Et là, c'est fort ce que je dis, parce que moi, je travaille pour l'éducation nationale. Mais moi, je partage votre vision de la manipulation généralisée de l'idéologie régnante et qui sait transmettre à travers voilà, la parole qui est toujours l'otage, le grand otage de notre civilisation.
Donc c'est impossible de réfléchir clairement, de voir clairement dans un monde de confusion totale. Oui, oui. Donc parole, et ici c'est le système de la valeur, Oui. tel que Marx l'a analysé. Et donc l'axe vertical de la parole, l'axe horizontal de la valeur, donc les échanges matériels devraient pouvoir s'harmoniser. Ouais. La vraie parole avec la vraie valeur. La vraie valeur, ce serait évidemment une économie fondée sur la valeur d'usage. Ce qui est le contraire, le capitalisme. Le capitalisme, donc fait dominer la valeur d'usage par la valeur d'échange. Et donc c'est une perversion complète, puisqu'on en arrive au point où ce n'est même plus que la domination de l'usage par l'échange, c'est le moment où la domination de la valeur d'échange devient telle qu'elle a besoin même de produire des marchandises nuisibles. Ce n'est même plus des marchandises qui n'ont plus ou qui n'ont qu'une faible valeur d'usage. Elles sont même nocives, elles sont négatives. Elles ont une valeur d'usage négative. Et plus c'est négatif, plus ça profite à la valeur. Donc on est dans une perversion, une inversion généralisée. Et donc il est à un moment donné indispensable pour moi de représenter ça carrément sur un tableau. L'inversion radicale. Eh bien, excusez-moi, je vous remercie infiniment pour ce que vous venez de dire, et je vous remercie pour les questions que vous avez posées. Je vous permets de vous dire que je suis éberlué par votre connaissance. Et donc, au passage, je félicite Martine Renaud-Pré. Je suis éberlué par votre connaissance du français, par la manière dont vous... Donc, selon ce que j'ai pu en entendre, mais j'imagine bien que, probablement, que vous qui êtes là, probablement que vous avez ce même niveau. Je suis stupéfait. Et ça veut dire qu'il y a de l'espoir, quoi. Ça veut dire, non, c'est... Donc, du point de vue de la parole. Donc, je trouve ça extraordinaire. Et je suis certain que si on avait beaucoup de temps maintenant, chacun d'entre vous, on continuerait longtemps. Donc, parce que ce que j'ai exposé là, c'est très schématique, très sommaire. Juste encore un petit mot, parce que vous avez employé, effectivement, donc la mystification, c'est probablement à cet endroit-là que se situe, le nœud de la question, c'est que c'est justement le chaman, le poète, l'artiste, etc., crée des mythes. Et des mythes, c'est-à-dire au sens étymologique grec, le mythe, c'est une fable. C'est pas du faux. Le mythe, c'est une fable. Et c'est grâce à des fables, comme par exemple Cervantes, El Quijote, c'est grâce à des fables, donc des représentations concentrées qui permettent de réfléchir au monde, c'est par des fables qu'il y a la possibilité d'avancer, donc les mythes, donc mythologie, et donc il y a, c'est là que se situe le nœud du problème, c'est entre les mythographies, parce que au départ, tu voulais me présenter, je n'aime pas le mot écrivain, je n'aime pas. Bon, mais je préfère me présenter comme mythographe. Donc je fabrique des fables. Donc voilà. Mais donc il y a un antagonisme absolu entre la mythographie, le mythe, par exemple un vrai film, une vraie pièce de théâtre, hein, ce que j'appelle, je fais référence à un vieux mot grec, théoréma. Donc c'était un théorème. Donc ce que je vous présente ici, si vous voulez, c'est un théorème. C'est un théorème, c'est-à-dire une vision globale. Une vision globale, donc entre le mythe et la mystification. Le combat se joue là. C'est-à-dire qu'il y a nécessité pour moi, enfin, donc, d'une manière, donc il y a les créations de fables, par exemple, pour moi, les films de Buñuel, ou les films de Fellini, ou de Pasolini, ou de Visconti. Par exemple, Les damnés de Visconti, qui a été un film qui a été fait en 1972, par exemple. Ce serait... Si on pouvait voir ce film à la télévision, terriblement éclairant, parce que donc c'est un film qui se passe donc à l'époque du nazisme, mais qui est d'une actualité brûlante. Visconti a fait ce film en 1972.
Mais seulement c'est un film que vous ne verrez jamais passer à la télévision. C'est impossible. Ou le film de Buñuel, Los Olvidados, qu'il a tourné au Mexique, donc au début des années 50, eh bien vous ne pouvez pas voir ce film. C'est-à-dire l'œuvre d'art, la fable, qui concentre en 1h30 toute une vision du monde, évidemment critique. Et critique de quoi? Critique de la mystification. Les deux vont ensemble, les deux vont... Et je vous remercie infiniment. Vous avez une question? J'ai une question. Alors tout d'abord, merci pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui dans votre discours. Moi j'ai une question. Ça serait par rapport au terme de capital. Est-ce que vous considérez, on pourrait considérer, ou vous considérez, que ça serait comme ça serait ce qui découle de la naissance de la réserve fédérale? C'est-à-dire, au début, c'est-à-dire que par rapport à la réserve fédérale, en 1900, notre humanité, celle que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est un peu, on va dire, le résultat disons que il y a, c'est indispensable que je fasse cette précision-ci, c'est que je n'ai aucune prétention d'expert en quoi que ce soit. Et donc, en particulier, dans le domaine de l'économie. Donc, je suis personnellement, chaque jour, c'est pour ça que j'essaie, par exemple, de lire Le Monde chaque jour, non, je m'aventure dans ces domaines-là. Mon travail est celui d'un mythographe. Alors, je n'ai pas du tout la prétention, si vous voulez. Donc, oui, ce que je peux affirmer, c'est que je pense que Capitotal, le monde d'aujourd'hui, correspond assez bien à ce qu'avait vu ou entrevu Marx à son époque, en tant que, selon l'analyse qu'il avait faite, l'analyse des lois du capitalisme, vers où ça allait, quelle forme ça prendrait, qui serait finalement celle d'une domination totale. Mais je m'aventure, donc de même, je me prétends en aucune façon ni un expert en économie, ni un expert en sociologie, ni un expert en anthropologie, en rien du tout. En rien du tout. Et je vais m'aller plus loin, parce que j'aurai l'occasion d'en parler encore hier, c'est que nous avons en Belgique une œuvre littéraire qui est probablement l'œuvre littéraire la plus importante du patrimoine littéraire de la Belgique, c'est Les Aventures de Tell Eulenspiegel, par Charles de Coster au XIXe siècle. Et curieusement, il y a des liens entre la structure fondamentale de cette histoire et Don Quichotte, puisque les deux personnages... donc l'histoire se passe pendant l'Empire espagnol, la domination de l'Empire espagnol dans les provinces belgiques au XVIe siècle. Et alors, il y a le jeune Tell Eulenspiegel et son compagnon, qui est un gros flamand, mais donc qui ressemble un peu à Lamegouza, qui ressemble un peu à Sancho Panza. Donc, il y a... le personnage de Tell Eulenspiegel se dit, pour se présenter, je suis sire de Jeenland. C'est-à-dire, comment on dit sire ou seigneur en espagnol? Seigneur. El seigneur, mais au sens donc... Hidalgo, oui. Ben, bon, mais du Moyen-Âge, mais au sens de la haute noblesse, quoi. Hein. De Jeenland, c'est des Nungum Pays. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, ce point de vue-là, d'être de nulle part, c'est de ce point de vue-là que je parle. Je suis de nulle part. C'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur, donc un pays, mais aussi à partir de... je n'ai aucune expertise. Je me revendique d'aucune... je n'ai pas de fonction, je n'ai pas de titre en quoi que ce soit, mais quelque chose a fait que, voilà, au cours de toute... c'est pour ça que je disais à Martine Renoubré, donc maintenant j'ai passé, probablement, si je fais le calcul, plus d'un million, 1 million de demi-heures. J'ai vécu dans ma vie plus d'1 million de demi-heures, et le moment est venu de concentrer l'expérience d'une vie en une demi-heure, même si j'ai peut-être un peu débordé. D'autres questions?
si on fait simplement une analyse un petit peu de l'évolution de la civilisation du genre humain depuis la parole à aujourd'hui, on voit quand même que c'est flagrant que l'homme a toujours été dominé. Donc est-ce que c'est pas fatalement, est-ce que le genre humain n'est pas condamné à être dominé parce qu'il a eu, comme vous avez dit, grande question. Je n'ai en aucune manière, je ne peux prétendre. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours, de la part des classes dominantes, l'idéologie, la fonction de l'idéologie consiste à imposer la domination comme un fait qui n'est pas de culture, mais de nature. Donc comme quelque chose allant de soi, et donc qui ne doit pas être mis en question. Et il y a tout au long de l'humanité, aussi bien donc, de l'idéologie qui justifie le fatalisme, et il y a en même temps du combat. Et l'histoire elle-même, c'est la résultante de ces deux tendances opposées. Quand vous avez le fascisme, mais vous pouvez avoir, évidemment, je suppose que ça vous parle, puisque chacun d'entre vous, c'est votre histoire familiale. Il y a, par exemple, le fascisme, et il y a des gens qui, à un moment donné, disent mais à quoi ça sert de lutter, puisque, de toute façon, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu de la domination, donc ça sert à rien lutter. Et il y a des gens qui disent il faut lutter. Même si on ne sait pas où on va, et voilà. Et là, à ce moment-là, par rapport à là, on constate ce truc-là. Mais maintenant, moi je considère que nous vivons un moment vraiment que je qualifierais de tragique, hein, mais en même temps qui est extrêmement émouvant, parce que nous avons été habitués au cours des années précédentes à envisager les grands combats du passé, que ce soit vous, le franquisme, ou que ce soit en Belgique, en France, la résistance par rapport au nazisme, comme des trucs du passé. Donc, oui, les générations antérieures ont dû être héroïques, ont dû faire des combats, mais dans les décennies précédentes, c'est comme si ça appartenait des... Or, maintenant, nous sommes de nouveau plongés dans quelque chose où et de plus en plus, et ça va aller de plus en plus vite. À ceci près que le système de la nouvelle domination, il est supérieurement masqué, il fonctionne principalement par un jeu de masques, et de telle sorte qu'on est en présence d'un type de domination jamais vu dans l'histoire du passé, en tant que le tyran d'aujourd'hui se présente comme libérateur. Ça, c'est du jamais vu. Il se présente partout sous la forme de l'émancipation, Donc, le mot d'ordre de la tyrannie, que j'appelle une tyrannie libertaire. Nous vivons à l'ère d'une tyrannie libertaire. Et le tyran libertaire, partout, se présente comme un émancipateur et toujours a besoin de... C'est pour ça que là, nous sommes au cœur de la mystification. Il a besoin du diable et de présenter, donc de présenter là, parce que de toute façon, le système a besoin de la guerre. Donc ça, c'est son moteur, c'est le moteur économique, c'est la guerre. Et donc, voilà, donc ça veut dire qu'il y a tout un... Ça veut dire que ta question, elle est extrêmement complexe. Extrêmement complexe, parce que d'une part, il faut essayer de faire attention au fatalisme. Je suis obligé de le dire, il va falloir être héroïque. Il va y avoir... Moi, pour clôturer, je voudrais juste remettre les pendules à l'heure, parce qu'avec la vidéo où tu interviens par rapport à Lacan, on a un peu l'impression que c'est dans le mouvement situationniste. Et toi, tu n'es pas d'accord. Dans le premier paragraphe de ton livre, tu dis que tu t'opposes au situationnisme. Hein, je veux lire ton premier paragraphe. Non, c'est pas. Non, c'est clair, c'est qu'il y a eu un mouvement, voilà, celui-là, qui d'ailleurs s'est autodissous en 1972, en 1972. Oui, quand j'avais 18-20 ans, j'étais influencé par ce mouvement. Après, j'ai pris mes distances. Et après, d'une certaine façon, tout ce que j'ai construit se situe. C'est un regard critique. Et donc, par exemple, j'ai fondé ce que j'ai appelé la sphère convulsiviste. C'est-à-dire qu'en définissant notre époque comme étant essentiellement convulsive, nous vivons depuis une cinquantaine d'années dans une ère qui se caractérise par sa convulsivité
Et j'en appelle, ou plutôt mon personnage, Anatole Laclasse, on appelle à une convulsivité supérieure de l'esprit, comme possibilité de résistance, possibilité première, nécessité absolue. Il faut absolument, l'humanité est obligée de faire une sorte de bond mental